Et on est très content de commencer cette journée sur Cadenet et Lourmarin, dont on parle depuis longtemps au sein de l'association, par le musée départemental de la Vannerie. Ça avait beaucoup de sens pour nous de visiter ce musée départemental parce qu'il est vraiment au cœur de ce qu'on fait depuis 10 ans. Donc merci de nous accueillir et je vous passe la parole pour la suite. On a des dizaines d'ateliers familiaux qui travaillent en même temps. Donc les gens travaillent soit en atelier, soit à la maison. Ils transforment généralement leur cuisine en atelier parce que c'est la seule pièce où on a de l'eau. Soit ils vont travailler toute la journée à l'atelier. Donc quand ils travaillent toute la journée à l'atelier, ils sont payés à l'heure. Et quand ils travaillent à la maison, c'est comme dans tous les autres métiers artisanaux, ils sont payés à la pièce en fin de semaine. L'activité vannière s'est arrêtée en 1978. Et le dernier établissement s'appelait les établissements Vincent. C'était un monsieur natif de Faye-Billot qui est descendu en Provence et qui a relancé toute l'économie et la vente du mobilier en rotin. Et sur le point de départ, pourquoi autant de vanniers à Cadenet? Il y a une raison évidemment climatique, géographique. Il y a deux raisons. D'abord parce on vit de l'agriculture à Cadenet, donc il a fallu faire des contenants pour pouvoir récolter, transporter, stocker et vendre les fruits et légumes. Donc la vannerie s'y prêtait bien. Et on a la chance d'avoir la Durance qui passe à proximité et dont la plaine est très large. Et on a fait des cultures d'osier, qui est la plante endémique qui est du saule, pardon, parce que j'ai dit sol, on ne comprend pas, qui est la plante endémique qui sert principalement à faire de la vannerie utilitaire et décorative. Là, vous avez une variété particulière qui est du Salix alba. C'est sol, Salix et alba blanc, mais en fait il est jaune. Il se fonce quand il sèche. Il est jaune fluo celui-ci quand on le ramasse. Et quand il sèche, il fonce. Et ça dépend du temps de trempage. Au plus vous le laissez tremper, au plus il fonce. Donc tout ce qui était sous de ramassage de fruits et de légumes, c'était fait au départ avec de l'osier brut. Après, la ménagère a mis son nom là au milieu à la fin du 19e et a voulu que la vannerie entre dans la maison. Donc pour donner un côté esthétique à l'objet, on a simplement pelé l'osier. Et vous le connaissez surtout sous la forme d'osier blanc, c'est celui-ci. C'est pas le Salix alba non plus, pas confondre les deux. C'est juste un osier sur lequel on a retiré l'écorce. L'osier blanc, c'est celui-ci, qui a une couleur qui devient miel en vieillissant. Voilà, ça c'est un panier du début du 20e. Il n'a plus du tout la même couleur que l'osier que vous avez là. Pourtant, il a été travaillé avec cette couleur-là, mais en un siècle, il devient une couleur miel. Voilà, oui. Donc ça, c'était récolté jusque dans les années 50 à Cadenet, dans la plaine de la Durance. C'était la famille Floré qui était spécialisée dans la culture de l'osier. À côté, vous avez du rotin. Eh ouais, c'est ça. Alors ça, ce sont des bouts de rotin de différentes variétés. Dans les sols, il y a 400 espèces différentes et on en utilise une trentaine à peu près. Vos ateliers sont comme des volières où des oiseaux gazouillent constamment. Vous unissez la grâce à la jeunesse et de vos doigts sortent de vrais bijoux. À Cadenet, nous redirons sans cesse salut à vous, salut à vous. À Cadenet, nous redirons sans cesse salut à vous, salut à vous. Merci. Bon, début du 20e, 1912. Monsieur Robert Laurent Vibert est professeur d'histoire. C'est un monsieur très instruit, avec beaucoup de diplômes, miraculeusement hérite de Pétrolane. Il devient riche et il voyage beaucoup, il aime bien les vieilles choses. Et un jour, en 1920, en passant à Lourmarin, il tombe amoureux des ruines du château. Il le rachète et il entreprend de le restaurer à partir d'archives d'Aix-en-Provence. Donc vous êtes dans un château privé et c'est une fondation, comme la fondation Médicis à Rome. Et on accueille donc en été, on accueille des pensionnaires. Et bien, ce brave monsieur, il se tue en voiture en 1925. Donc l'Académie des Arts et Belles-Lettres hérite du château de Lourmarin à cette époque et elle est toujours propriétaire du château.
Voilà pour la petite histoire de la restauration du château. Maintenant, vous retournez, vous regardez le plus beau village de France. Au premier plan, un bâtiment important, c'est le temple. Plus loin, le petit clocheton vert, c'est l'église catholique. Et enfin, l'horloge de Beffroi là-haut, date du XVIIe, et construit sur les ruines d'une petite forteresse du XIe siècle qui commandait le passage par la Combe, bien sûr. Passage obligatoire très important, le Lourmarin. Les meurtrières, alors elles ont été ouvertes en 1545. Alors, les mules montaient les grains au premier étage, mais une mule, ça peut monter un escalier, mais ça ne peut pas le descendre. Alors, qu'est-ce qui se passait quand On tuait la mule. On les abattait, on les débitait sur place. Levez les yeux maintenant. Et vous pouvez admirer une frise avec toutes sortes de motifs. Et alors, c'est pas tout ça, mais on compte 7 cases à partir du petit bonhomme, en montant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, quand je vous disais que le château de Lourmarin est un sex shop. Voilà. Vous l'avez reconnu, mesdames? Oui. Ça me fait bien plaisir. Qui c'est qui l'a vu, là, comme dire? Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, d'accord. On l'a dans cette chambre, on l'a Nous sommes ici dans une pièce qu'on appelait la salle Est à l'époque. C'est la salle des fêtes. C'est là où on s'amusait. On a ici une presse, une très jolie presse, qui servait à mettre en forme les cols, vous savez, les fraises, au 16e, 15e, 16e, 17e, c'est Henri II, Henri III, ces cols en accordéon. Voilà. C'est la seule pièce du château penchée sur un sol d'époque. Au moment de la restauration, on a réuni ici tout ce qui pouvait se trouver un petit peu à droite à gauche pour faire un sol historique. Vous voyez bien la différence entre la partie supérieure de la cheminée, avec cette représentation du Nouveau Monde, et puis la partie inférieure, classique, avec les colonnes corinthiennes. Donc on a là une juxtaposition du Nouveau Monde en haut et de l'Ancien Monde en bas. Voilà. Vous êtes ici, vous voyez à vos pieds les tomates que vous voyez là, les carreaux, ont été fabriqués par les faïenceries d'Arc sur le modèle d'époque que vous avez vu. Je me demande bien, ce brave homme qui a fait tellement de choses, qui a restauré le château et tout, comment il avait le temps de lire. Des instruments africains, des instruments aussi d'Extrême-Orient, des loyers ou quoi, à déposer ce qu'il leur doit sur les cases correspondant aux 12 mois de l'année. Voilà. Ça nous amène directement ici au temple, dont les clés sont disponibles. Regardez cette clé, je fais partie de celles qui ont été refaites par mon père parce que la clé d'origine que j'ai connue quand j'étais gamin a été volée. La restauration de ce temple a été possible grâce à un don secret qui a transpiré quand même, puisque c'est le chanteur Renaud, et ce monsieur a donné une belle somme d'argent pour qu'il y ait la restauration de cet édifice. Il est faux, l'ouverture se fait sur le côté là. Et là, Quelques explications avec Philippe Girbal, auteur qui a travaillé sur l'histoire et la vie de Philippe de Girard. 1775, l'année de la naissance de Philippe de Girard. Bon, je vais aller un peu par le côté. En 1772, Philippe de Girard n'est pas né. Et le marquis de Sade écrit au père de Philippe de Girard et lui dit, écoutez, je donne des trucs de théâtre chez moi, à Mazan, pas oublier, il avait un château à Mazan, et à Lacoste. C'était le premier festival de théâtre du Vaucluse. Mais c'est très intéressant quand même de savoir que ce monsieur a fait le premier festival bien avant tout le monde, puisqu'il donnait des pièces à la fois à Lacoste et à Mazan. Et vous avez en bas la maison de Philippe de Girard que vous voyez ici,
a été vendu à la commune de Lourmarin en 1902 à le maire de l'époque. Et toujours dans la vente, il y avait qu'il fallait réserver le premier étage pour faire un musée en l'honneur de Philippe de Girard. Alors, on y a en principe rassemblé et il a été ouvert pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il soit fermé, et après avoir volé quand même 400 objets, hein, il faut le savoir. La clé circulée, comme la clé du temps. On n'a volé que les moustiers du 18e. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Quelques détails. D'ailleurs, on sait qui c'est. Oui. Bon. Enfin. Et en haut, c'était l'appartement qui était réservé en fait au directeur de l'école. Et M. Pélenc, le maire de Pertuis, qui a construit quand même à Pertuis la plus grande unité industrielle du Vaucluse, avec un centre de recherche et des usines absolument partout au Maroc, en Silésie, etc. Enfin, c'est un type remarquable qui n'a évidemment pas le bac. Je vous signale, il faut le savoir. Hein? Mais c'est un type absolument remarquable et il a fait ses premières inventions quand il habitait là-haut. Soi-disant, le musée, il n'y a personne qui s'en occupait, en fait, c'est pas vrai. Le tombeau, on va probablement y passer devant, a été profané. Tout simplement, on a construit une terrasse de restaurant, on va passer devant. Carrément sur la terrasse. J'ai plus de bateau, oui, évidemment. Ici, ils s'amusaient, mais ça faisait partie du jardin, ça faisait partie de l'école.